Bonjour tout le monde. Encore Jean-Claude Audette de Québec. Là, je voudrais faire une petite ouverture un peu spéciale pour dire que je réside dans le plus beau pays du monde et je réside dans la province de Québec, la plus belle province du Canada. En plus, je demeure dans la ville de Québec. Et pour moi, la ville de Québec, c'est la deuxième ville la plus jolie au monde, après Paris. C'est sûr qu'on peut avoir bien des opinions différentes, mais je suis content de vivre à Québec. Il fait bon de vivre à Québec. Je suis très, très heureux ainsi. Sur ce, comme on parlait précédemment, la capsule numéro 4, on parlait de ce qu'Einstein avait fait en 1905. Ce petit pamphlet qu'il avait publié dans une revue allemande, là, en 1905, qui allait révolutionner plus tard le monde de la physique. Mais après cette date, qu'est-ce qu'il a fait? À partir de 1905, excusez, à aller jusqu'en 1914, il a essayé de prendre la relativité restreinte et l'appliquer à ce qu'on appelle la relativité générale, la cosmologie, les planètes, tout ce que vous voudrez, l'espace. Il a essayé de développer ça. Mais ça, c'est sûr que c'est beaucoup plus ardu, parce que c'est dans un espace à 3 dimensions. Fait que les mathématiques pour la relativité générale doivent être extrêmement compliquées. Ça, moi, c'est en dehors de mon domaine, là. Je peux pas parler de ça, expliquer comment est-ce que ça marche, là. J'ai des idées, mais je peux pas aller en profondeur, savoir comment ça a été fait. En plus de ça, dans une capsule précédente, il avait mentionné que s'était fait aider par un de ses amis, Michel Basso. Et j'ai réalisé que je m'étais trompé. Parce que c'est Marcel Groffman. Ça, c'est un mathématicien. C'est un brillant mathématicien qui a aidé Albert à pondre la théorie de la relativité. Le coup d'éclat d'Albert, Albert Einstein, il ramène tout ça à des choses pas compliquées. Quand on a vu dans le pamphlet numéro 5, c'est très élémentaire, mais ça veut tout dire. Lui, il travaillait sur la relativité générale, puis il ne savait pas comment il allait se prendre. Fait qu'une bonne fois, il s'est imaginé que quelqu'un d'un ascenseur arrêté et quelqu'un d'un ascenseur en accélération. Si les forces sont pareilles, la force qui le retient au sol, c'est mg. Il est dans l'ascenseur, il est arrêté. Dans l'ascenseur d'accélération, c'est la force égale ma. Si les deux forces sont pareilles, à ce moment-là, on peut éliminer, et qui sont dans le même poids, on peut éliminer les deux masses. Et G devient égal à A. C'est avec ça qu'il est parti pour développer la relativité générale. Avec cette théorie, il a abouti que nous vivions dans un espace-temps courbé, que les lignes droites ne pouvaient pas exister. Quand on parle de la cosmologie, l'espace-temps est courbé. Si on prend l'exemple que je donnais auparavant, le GPS, nous autres, on disait quand c'était en orbite, pas les satellites, mais les planètes, c'est la force centrifuge, la force centripète là, qui la tient là. Mais c'est plus que ça. Elle gravite dans l'espace-temps, dans le filet gravitationnel que Einstein a réussi à expliquer. Ça veut dire que le satellite, peu importe ce qu'il est dans, il va toujours suivre une courbe, il va toujours suivre l'espace-temps, la courbe de l'espace-temps. Il ne peut pas aller en dehors de ça. S'il va en dehors de ça, il y a une autre force, il va se déplacer un peu, soit que sa vitesse augmente, ou il va se replacer dans la courbe de l'espace-temps. Il ne peut pas aller en dehors de ça. À cette heure, la relativité, c'est presque une philosophie. Parce que il s'est dit, si on prend la Terre, par exemple, mettons la Terre, que je la place là, sur un genre de canevas, une toile qui peut s'étirer. Si je place la boule,
le canevas va faire ça. C'est ça qu'Albert a réussi à expliquer, les lignes de la gravitation. Même plus, on peut ajouter que si vous mesurez le diamètre de la Terre, si vous passez une ligne imaginaire d'une partie de la Terre à l'autre pour mesurer son diamètre, avec la relativité, en général, on s'aperçoit qu'il y a de la place pour une plus grande longueur parce que, vu que les droites n'existent pas, la toise va courber comme ça. Et si vous l'étirez, vous voyez qu'il y a une place dans la Terre, il y a une place pour une plus grande longueur. C'est la même chose avec la masse. Albert nous dit que la masse peut augmenter. Elle peut augmenter, mais on pourrait se poser la question, est-ce qu'elle peut grandir? Ça, c'est un terme un peu philosophique, là. C'est dur à comprendre, mais c'est ça pareil. Après ça, en 1916, si on monte un petit peu plus loin, en 1916, Albert a expliqué le principe du laser, qui appelait dans le temps émission stimulée. C'est ça que, autrement dit, il y a un photon qui passe, il y en a un autre qui change d'orbite, il y a deux photons jumeaux, puis c'est ça qu'il appelle l'émission stimulée. C'est comme ça que les lasers sont faits, je l'ai déjà expliqué dans une autre capsule. Si Albert n'avait pas trouvé ça, ben, il aurait fallu que quelqu'un le trouve. Mais qui d'autre qu'Albert Einstein pouvait trouver ça? Il n'y aurait pas de laser, il y aurait toutes sortes d'affaires aujourd'hui qu'on se fait communément, mais on ne réalise même pas que c'est grâce à Albert. En plus de ça, comme il l'avait prédit, il l'avait pressenti en 1905, la formule, la constante de Planck, E égale hv, pour l'énergie, est encore là-dedans. Le photon, quand l'électron passe d'une orbite à une autre, s'il passe à une orbite plus basse, il va libérer un photon dont l'énergie E est égale à hv. L'énergie est égale à la constante de Planck multipliée par la fréquence de la lumière. C'est pour ça qu'il peut y avoir différentes sortes de photons. Et là, encore là, la constante de Planck est primordiale pour déterminer l'effet laser. Ça veut dire que dans ça, E, c'est la matière, parce qu'il avait démontré que l'énergie et la masse, il y a corrélation. Ça veut dire qu'une masse peut être transformée en énergie avec la formule E égale mc2. Donc, le E, c'est la corpuscule de la lumière, et V, c'est la fréquence. Donc, la lumière est une onde et un corpuscule. Ça a été démontré, et ça, c'était bien accepté dans ce temps-là. Ensuite de ça, ben, cette constance-là, celui qui l'a trouvé, il a trouvé à comprendre, il voulait la faire disparaître. Avait-il réellement compris le sens de sa constante? Planck, c'est un grand physicien. Mais pourquoi est-ce qu'il voulait la faire disparaître? Ça, nul ne le sait, parce que ça fait longtemps qu'il est décédé. Mais Albert Einstein avait senti que ça, c'était important pour l'avenir de la physique, surtout de la physique quantique. En plus de ça, en 1917, Albert Einstein fait un petit mémo que l'univers, avec les théories de la relativité, je pense qu'il mettait une constante cosmologique là-dedans, là, que l'univers était fini, mais sans limite. Ça, avec les théories de la relativité générale, on arrive à ça. Mais quand on s'est aperçu avec Hubble que l'univers est en expansion, puis en tout cas, c'était comme un genre de boule, là, puis que ça avait commencé, il y avait mis un commencement à ça, mais là, il avait dit que c'était la plus grande erreur de sa vie. En 1935, il a parlé de l'effet EPR. L'effet EPR, on en avait parlé un petit peu auparavant dans une autre capsule, là. Ça, Niels Bohr n'a jamais accepté ça. Et Albert n'a jamais accepté que les arguments de Niels Bohr à ce sujet-là. Mais même aujourd'hui, voyez-vous, ces deux affaires-là reviennent dans la physique, là. L'effet EPR et est-ce qu'on est dans un univers
fini, mais sans limite. Ça revient à l'actualité actuellement. Et là, on se pose la question, on dit, ça pourrait-il que ce cher Albert ait encore raison? Et sur ce, je vais terminer cette petite capsule vidéo. Et l'année prochaine, on va faire un retour en arrière pour prendre une autre branche, pour s'en aller tranquillement dans la physique quantique, là, mais ça va être très superficiel, parce que je ne suis pas un expert là-dedans. Mais je jugeais que c'est tellement important qu'Albert Einstein, ce qu'il a fait. Puis moi, je suis content parce que c'est un génie de notre temps. Il est mort en 55, moi je suis né en 40. Donc quand il est décédé, Albert Einstein, j'avais 14 ans. C'est sûr que j'avais 15 ans. C'est sûr que je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Mais on voit un peu des images de lui, des photos. On a la chance d'avoir eu un grand génie dans notre temps à nous autres. Le prochain qui va venir, on ne sait pas. Il est peut-être dans 200 ans, 300 ans, on ne sait pas. Et sur ce, je vous dis merci et bonne journée.